C'est bon? Bonsoir et bienvenue à cette première séance du Conseil de l'année 2019. Alors, on débute la séance avec les mots d'ouverture. Au nom du Conseil et de tous les employés de la municipalité, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, remplie de bonheur, d'amour, de santé et de paix. Je vous souhaite également de cultiver la reconnaissance et de trouver le temps d'apprécier tout ce que la vie nous offre. La vie est précieuse, nous le savons, et elle est fragile. En ce sens, d'ailleurs, j'aimerais offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Micheline Monette, une entrepreneure bien connue et aimée de Val-la-Ville. Également, toutes nos sympathies à la famille et aux proches de M. Lucien Lauzon, ancien conseiller municipal et père de notre directrice des loisirs, Mme Lynne Lauzon, un homme très aimé et impliqué dans la communauté. Pour eux et pour ceux et celles du village qui sont décédés pendant les fêtes, merci de prendre le moment de silence. Pour poursuivre dans cet esprit de solidarité et de partage, j'aimerais remercier tous les donateurs et les bénévoles qui ont participé à la campagne de financement pour la levée de fonds pour le comptoir alimentaire pour les paniers de Noël. Alors, il y a des dons d'une valeur de 8 488 $ qui furent ramassés, soit près de 5 880 $ en argent et des denrées d'une valeur de 1 680 $ remis directement au comptoir alimentaire. Alors, c'est une grande réussite. Il y a eu beaucoup de participants et je vous remercie beaucoup au nom du Conseil et de la municipalité. Avant d'aborder les enjeux de 2019, j'aimerais faire un retour sur la collecte des matières résiduelles et le changement de fournisseur qui a eu lieu au 1er janvier. Nous avons reçu beaucoup d'appels pour des bacs non ramassés, ce qui nous a amené à questionner la façon dont nous avons communiqué l'information. Tout d'abord, à part pour certains citoyens habitant des rues privées, il n'y eut qu'un seul changement pour cette transition-là, c'est-à-dire qu'il faut que les bacs soient de l'autre côté, à savoir les roues tournées vers la maison. Sinon, les collectes ont suivi leur rythme, le même rythme qu'avant. Sauf les jours de congé, le 25 décembre, le 1er et le 2 janvier. Pour compenser, il y avait une collecte qui a été ajoutée le 27 décembre et une collecte de recyclage le 27 décembre et une collecte de déchets le 28. L'information fut diffusée sur tous nos médias électroniques, dans le SKISDI, sur des panneaux d'information aux boîtes aux lettres et dans le nouveau calendrier que vous avez certainement reçu par la poste à la dernière page. Il y avait la nouvelle collecte. Et vous allez recevoir un petit calendrier dans votre compte de taxes. Nous aurions pu poster une lettre à tout le monde, ce qui coûte environ 500 $, ce qui nous n'avons pas cru nécessaire. Et sincèrement, on questionne encore la situation. Est-ce que la période des fêtes, avec son lot d'imprévus, de déplacements et de chambardements d'agenda, est davantage à blâmer que les communications de la municipalité au sujet de la collecte? Je pense qu'on ne le saura jamais. En tout cas, sincèrement, le temps des fêtes, c'est un temps où on perd un peu la notion du temps, justement. Et c'est certain qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, se sont retrouvés avec des bacs pleins. Quoi qu'il en soit, la situation est maintenant rétablie. Notre nouveau fournisseur, c'est une régie intermunicipale, donc c'est un ensemble de municipalités qui se mettent ensemble pour se payer un service de collecte et donc améliorer la qualité. Ce sont donc nos collègues qui travaillent pour nous et qui sont à l'écoute de nos besoins, qui travaillent pour trouver des solutions. Pour le prochain temps des fêtes, bien, on va explorer d'autres moyens pour bien informer les citoyens. Maintenant, certains sont ici pour tester la hausse de taxes. Et d'autres, qui ne sont pas ici et qui ne le savent peut-être pas encore, ne seront pas contents en recevant leur compte de taxes. Je comprends. Tout le conseil comprend. Ce fut une décision très difficile à prendre. Absolument aucun des membres du conseil n'a décidé de gaieté de cœur d'aller de l'avant avec cette hausse de taxes. Nous savions que ce serait mal accueilli pour plusieurs. Nous connaissons le danger d'embourgeoisement qui guette le village et que c'est la population la plus vulnérable qui risque de subir davantage l'impact de cette décision. Soyons honnêtes,
La cote de popularité du Conseil, et particulièrement la mienne, serait sauvée si nous avions pu continuer d'offrir les mêmes services municipaux en évitant cette hausse. Sauf qu'aucun d'entre nous, les conseillers, n'est ici pour investir dans sa cote de popularité. Nous nous sommes engagés en politique pour être au service de notre village, de sa population et du bien commun, pour veiller, de concert avec l'équipe municipale, sur notre qualité de vie à tous et à toutes, et pour assurer la saine gestion de la municipalité, dont l'équilibre financier. Nous avons donc joué notre rôle pendant toute l'année et pour la préparation du dernier budget, celui de travailler avec les experts de la municipalité et d'autres conseillers, de partager et d'analyser une information claire, nette et précise, de discuter et de confronter nos points de vue entre nous, de comprendre, de planifier et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Lors de l'Assemblée de décembre, il y a une citoyenne qui nous a demandé quelles furent nos réalisations pour notre première année de mandat. Ma plus grande réalisation en tant que mairesse, je ne l'avais pas réellement prévue, même si j'y aspirais depuis des années. Je pense que ma plus grande réalisation en est une qui va demeurer un défi jusqu'à la fin de mon mandat, car c'est un apprentissage constant. C'est de parvenir à asseoir ensemble les personnes devant vous pour travailler en collaboration de façon constructive et éclairée avec l'équipe municipale. D'arriver à des consensus ou trouver les meilleurs compromis, tout en respectant chacun de nos points de vue. Il n'y a pas de ligne de parti dans le Conseil. Tous les élus sont indépendants dans leur réflexion. Ils partagent leurs critiques et nous avons une perspective qui est toute différente, propre à chacun de nous, sur le développement du village. Et nous arrivons à travailler ensemble. Et c'est ce qui est le mieux pour le village. C'est ensemble que nous avons réfléchi aux bases administratives que nous souhaitons instaurer à la municipalité. Ensemble que nous avons embauché la meilleure personne pour les mettre en place, Mme Charpentier. Ensemble que nous avons décidé le budget 2019. La division est ce qui a miné l'ancien conseil et ce qui a le plus nuit à la prise de décision saine et avisée. La division nuit également à notre communauté et elle coûte très cher. On me reproche les décisions que j'aurais prises dans l'ancien conseil. On m'accuse d'avoir mal géré les finances municipales en tant que responsable du dossier. Je vous répondrai que je n'étais qu'une conseillère, que le contexte était différent et que c'est la division et les chicanes politiques puériles qui ont nuit à la prise de décision. Une des premières choses que j'ai faites à mon arrivée à la mairie fut de faire produire le rapport financier quinquennal de la municipalité qui nous a guidés pour notre planification budgétaire. En ce moment, plusieurs choses sont dites concernant le budget et des informations erronées sont partagées. Parlons-en et tentons de clarifier la situation. On demande au Conseil de partager une information véridique et des faits réels. Nous nous attendons à la même rigueur de la part de ceux qui nous font ces demandes. On nous demande de transmettre des informations souvent, et lorsqu'on le fait, c'est dommage parce que les chiffres sont sortis hors de leur contexte et l'information est mal utilisée. Par exemple, on dénonce la hausse de taxes variables. Par exemple, que les citoyens sans service ou avec un seul service subissent une plus grande hausse de taxes. Il faut expliquer pourquoi. C'est vrai. Le Conseil a rectifié une situation inéquitable qui durait depuis 2011. Les citoyens qui avaient les deux services, soit l'Égout et l'Aqueduc, payaient un plus gros pourcentage que ceux sans service pour les services qui sont dédiés à l'ensemble. Nous avons donc fait une correction pour rétablir l'équité pour l'ensemble des citoyens. Si cela n'avait pas été le cas, la hausse des taxes pour ces citoyens aurait été graduelle depuis 7 ans et nous n'aurions pas eu à faire cet ajustement. Donc, c'est un ajustement qu'on a fait. Il faut le préciser, c'est important. Quant au service de la dette qui augmente d'année en année, oui, le service de la dette augmente. Notre population également, de même que nos besoins. En contrepartie, le nombre de citoyens qui paient le fardeau de la dette augmente aussi. Un total de 3 854 comptes de taxes viennent d'être envoyés et non pas 2 500 comme certains l'ont affirmé.
La dette augmente parce que nous payons, comme la majorité des municipalités, pour le manque d'investissement dans l'entretien de nos infrastructures dans les années 80, 90 et 2000. Plusieurs investissements que nous devons faire sont aussi des demandes du ministère et nous n'avons pas le choix de les faire. Par exemple, la collecte et les bacs de compostage, les compteurs d'eau, le plan de circulation pour la réfection du ponceau, qui est une demande du ministère. Également, une grande partie du service de la dette, et surtout de son augmentation ces dernières années, est attribuable aux réfections routières. Plus de 6 millions furent investis depuis 2012 pour des réfections majeures dans nos routes. La mise à niveau des routes est une demande répétée de la majorité des citoyens et le Conseil a été à l'écoute et a investi ces 6 millions-là qui sont des emprunts. Aussi, dans le service de la dette, dans notre dette, il faut préciser que certains de ces emprunts seront remboursés par le gouvernement sous le biais de subventions ou qu'il y a des règlements qui sont sectoriels, c'est-à-dire que c'est certains secteurs qui paient pour des travaux qui sont faits sur leur territoire. On a affirmé que malgré la dette actuelle, le Conseil s'apprête à emprunter pour un total de 15 millions de dollars dans les 3 prochaines années. Ça, c'est le plan triennal qui est disponible sur le site. D'ailleurs, tout le budget, le document du budget est disponible sur notre site. Quand on dit que le Conseil, dans son plan triennal, veut emprunter 15 millions dans les 3 prochaines années, c'est oublier, c'est choisir de ne pas dire que sur ces 15 millions, il y a près de 13 millions qui seraient assumés par le gouvernement si on va de l'avant avec ces projets-là. On dénonce aussi le projet de construction d'écoles. Pourtant, pour tout le Conseil, on considère que c'est un investissement incontournable, une nouvelle école. Aucun village ne veut dire non à une nouvelle école. C'est notre avenir qui en dépend. Et nous allons travailler fort pour être créatifs, travailler avec la communauté, puis réduire les coûts au maximum de ce qui est possible de faire. En parallèle, certains s'inquiètent de la croissance du village. Effectivement, le dernier décret fait état de 5 209 personnes. C'est une augmentation de 210 personnes par rapport à 2016. Cette croissance est normale. Notre village est très populaire. Les gens recherchent notre qualité de vie. Puis il reste des terrains à construire. Donc la croissance du village, elle est incontournable. Il y a des terrains à construire, on est populaire, la démographie augmente et c'est comme ça depuis des années. Moi, je pense qu'un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour conserver notre identité puis pour que Val-David garde ses valeurs, c'est justement d'investir dans ces valeurs-là, d'intégrer nos enfants dans notre communauté, de leur transmettre nos valeurs qui sont si riches et particulières, de favoriser les activités culturelles, communautaires et intergénérationnelles parce que c'est ça qui fait notre différence, c'est ça qui fait qu'on a une excellente qualité de vie à Val-David. Bon, j'ai presque terminé. Je sais que certains vont revenir sur le budget. Simplement pour dire que nous avons rencontré les citoyens du secteur à la rue. Alors, il y a eu une mise à niveau du chemin dans leur secteur il y a quelques années, puis on les a rencontrés pour discuter du partage des coûts, simplement mentionner qu'il y a une lettre de suivi qui sera envoyée sous peu aux gens qui étaient présents, aux résidents du secteur. Puis, je suis contente de vous annoncer 2 excellentes nouvelles pour le parc. Tout d'abord, on a battu des records d'achat de passes et de billets de fréquentation pendant le temps des fêtes, alors c'est une excellente nouvelle. Et il y a un nouveau service qui est le service Ondago qui est effectif depuis cet après-midi. Ondago, c'est un service de consultation de cartes des sentiers en ligne. Alors, vous pouvez télécharger, il est ensuite accessible en ligne quand vous êtes dans le parc. Donc, vous savez exactement où vous vous situez et il y a un bouton 911 qui est disponible sur le site d'Ondago. Et s'il y a un problème, s'il y a une urgence, s'il y a un accident, vous appuyez simplement sur le bouton et ça transmet directement aux urgences vos coordonnées. Alors, vous êtes ensuite facilement retrouvables. Donc, nous allons débuter la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposant? Madame propose. En ce qui concerne les procès-verbaux pour les séances du 11 décembre, 18 et 20 décembre, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Adopté. En 1.4, nous avons les certificats de crédit.
Donc, vous avez des certificats de crédit pour 4 résolutions qu'on va adopter pendant la séance. Donc, c'est le certificat de crédit de trésorier, donc qui signifie qu'on a les sommes nécessaires pour engager les dépenses dans ces résolutions-là, qui sont les résolutions 19 01 003, 005, 008 et 014. Merci. Nous poursuivons en 2 avec la direction générale et les ressources humaines. En 2.1, nous avons une autorisation pour un renouvellement de contrat. Attendu que les contrats d'entretien des logiciels de la firme PG Solutions Incorporée sont renouvelables au 1er janvier de chaque année, attendu qu'il est nécessaire de renouveler ces contrats afin de pouvoir effectuer les mises à jour requises et d'avoir un soutien technique sur ces logiciels, vous avez une proposition à l'effet que le Conseil autorise le renouvellement des contrats d'entretien des logiciels municipaux suivants avec la firme PG Solutions, à savoir le gestionnaire municipal au montant de 11 535 $, CIGED au montant de 1 070 $, Megagest au montant de 10 425 $, l'unité d'évaluation en ligne au montant de 3 260 $ et voilà au montant de 400 $. Il est à noter que les prix ci-haut mentionnés n'incluent pas les taxes applicables. Je propose. Merci. Merci. Donc, c'est adopté. En 2.2, nous avons la non-opposabilité pour l'acquisition du lot 2 992 814. Donc, c'est une demande de M. Scott Monette qui a mandaté Maître Marie-Ève Chapifou, notaire, afin d'acquérir le lot constituant la rue Adrienne, qui est une rue privée, laquelle est adjacente à sa propriété, donc c'est une rue cadastrée mais non construite. Attendu que la compagnie propriétaire de ce lot est dissoute, la demande d'acquisition doit donc être présentée à la direction principale des biens non réclamés du ministère du Revenu du Québec afin que M. Monette puisse se porter acquéreur du lot précité. Attendu que le lot possède un caractère de rue, la municipalité a l'obligation de se prononcer, indiquant qu'elle ne s'oppose pas à cette transaction. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal ne s'oppose pas à ce que M. Scott Monette entreprenne les démarches requises auprès du ministère du Revenu du Québec et procède à la transaction d'acquisition de la rue Adrienne. Merci. Tout le monde est d'accord? En 2.3, nous avons une autorisation pour le renouvellement du contrat de la captation vidéo des séances publiques. Attendu que le conseil municipal s'est engagé à reproduire les séances publiques sur le web, attendu que la municipalité est intéressée à poursuivre sa collaboration avec M. Emmanuel Lavigne de Valmédia, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente de service avec M. Emmanuel Lavigne, Valmédia, pour la captation vidéo des séances ordinaires du conseil municipal, de la séance extraordinaire présentant le budget municipal et des quelques consultations publiques aux besoins pour l'année 2019 et ce pour les sommes suivantes. Donc, c'est un montant de 300 $ plus taxes applicables pour le montage, démontage, services techniques, le son et la captation vidéo en direct sur Facebook et le lien YouTube. Et vous avez aussi le montage, démontage, services techniques pour le son uniquement, sans captation vidéo, 30 $ de l'heure plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise la directrice des communications à signer tout document relatif à cette entente et que les sommes nécessaires soient puisées à même le poste budgétaire 0210 00610 et que le service de la trésorerie soit autorisé à en effectuer le paiement. Un proposeur? Propose. Mathieu, tout le monde est d'accord? Nous avons fait le test en décembre pour avoir Facebook Live et ça fonctionne avec la bande passante sans qu'on ait à faire de changement. Alors c'est tant mieux et ça permet une économie de 255 $ parce qu'avant c'était un montant de 555 $ par séance pour la captation vidéo. Alors la séance est donc maintenant disponible en live, c'est-à-dire en direct sur Facebook et le lien sera aussi disponible sur le site de la municipalité comme c'était le cas auparavant. En finance et trésorerie, nous avons la ratification du journal des déboursés. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le journal de décaissement pour la période du 1er au 31 décembre, tel que soumis par le directeur de la trésorerie, soit ratifié. Donc, les chèques sont au montant total de 473 026 $ et 42. Je propose. Tout le monde est d'accord. En 3.2, nous avons l'amendement pour la résolution numéro 18-07-261. Attendu que la loi concernant les droits sur l'imitation immobilière oblige les municipalités à percevoir un tel droit,
Attendu qu'en vertu des récentes modifications à cette loi, une municipalité a désormais le droit de facturer pour un taux supérieur allant jusqu'à 3 pour les valeurs d'immeubles dépassant 500 000 Attendu que la municipalité désire se prévaloir de ce droit, attendu que lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2018, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 1807-261, intitulée « Autorisation droit sur les mutations immobilières ». Vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal amende la résolution et y ajoute le paragraphe suivant, que le conseil autorise que le taux d'imposition de la 5e et 6e tranche des droits sur les mutations immobilières, soit pour les immeubles dont la valeur est supérieure à 750 000 s'élève à 2,5 et celle dont la valeur est supérieure à 1 million s'élève à 3 Un proposeur? Je propose. M. Giasson, tout le monde est d'accord. Alors, c'est une façon de... C'est une mesure, finalement, pour aller diversifier les sources de revenus de la municipalité parce que... pour viser une certaine équité, parce qu'en faisant ça, avec des maisons à 750 000, on va augmenter le taux à 2,5 et 1 million à 3 Donc, on considère que c'est une mesure pour favoriser une meilleure équité sociale que des propriétaires de maisons d'une valeur de 1 million soient amenés à payer 3 donc un montant supplémentaire. En 3.3, nous avons une autorisation pour des dépenses incompressibles. Attendu que des dépenses de fonctionnement dites incompressibles sont engagées quotidiennement par la municipalité, attendu que le paiement de ces dépenses avant leur échéance exempte la municipalité de tout intérêt et pénalité, attendu que le directeur de la trésorerie émet des certificats de disponibilité de fonds aux postes budgétaires mentionnés, attendu que le Conseil peut modifier en cours d'année certaines autorisations suite à de nouvelles orientations ou en étant plus efficient dans certains domaines, attendu que la loi permet une telle délégation. Vous avez une proposition à l'effet que le Conseil municipal autorise le paiement des frais suivants: salaires et avantages sociaux, services de la dette, les codes-parts, l'électricité, le remboursement au fonds de roulement, le centre d'exposition, les assurances, le contrôle d'entretien ménager, le système d'alarme, les frais d'entretien des logiciels PG, le local ou les arts locaux, contrat de patinoire, téléphonie et Internet, les produits chimiques, le contrôle des animaux, le marché public, l'analyse de l'eau potable, centre régional de services aux bibliothèques publiques, immatriculation des véhicules, atelier de ville, journal expéditif, frais de vérification, remboursement inscription Saint-Agathe-des-Monts, location de 2 véhicules, le gaz naturel, l'hébergement de boîtes de courriel et boîtes vocales, l'huile à chauffage, 1001 visages, l'entretien vêtements des travaux publics, le arbre, l'entente triennale de développement culturel, les frais de banque, le site de l'OMH, l'analyse de rejet des eaux usées, l'allocation du photocopieur, l'allocation d'appareils postal et destruction de documents confidentiels, que les services de la trésorerie soient autorisés à procéder selon les dispositions de la présente résolution. Donc, pour ceux qui étaient à la séance de décembre, une des séances où on avait adopté aussi une résolution où on avait beaucoup de dépenses qui étaient dans la résolution. Donc là, on venait autoriser l'engagement de la dépense. Là, ici, on vient autoriser le paiement. Un proposeur? Je propose. Madame Forget? Tous les conseillers sont d'accord. En 4, nous n'avons pas de point pour les travaux publics. Nous passons donc directement à l'urbanisme et l'environnement. Nous avons une demande d'usage conditionnel pour un hébergement touristique. C'est la suite de décembre où nous avons proposé ce point-là. Alors, le Conseil a entendu les personnes qui étaient intéressées à s'exprimer sur le sujet. Nous avons aussi reçu de l'information à ce sujet-là. Donc, depuis l'Assemblée de décembre, le Conseil a eu toutes les informations nécessaires à une prise de décision. Et donc, nous sommes en mesure de voter sur cette résolution-là ce soir. Donc, c'est une demande de M. Carl Filion concernant le projet de résidence de tourisme assujetti au règlement sur les usages conditionnels. Attendu que le 19 novembre 2018, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande, que l'usage sera exercé dans un bâtiment principal implanté en mode isolé, dont l'usage est habitation unifamiliale, attendu que l'usage principal et le bâtiment sont conformes au règlement d'urbanisme en vigueur. Attendu que la demande respecte tous les critères prescrits par le règlement sur les usages conditionnels, attendu la réception par le conseil municipal de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme,
Attendu que les personnes intéressées par cette demande d'usage conditionnel ont été invitées à se faire entendre du Conseil lors de la séance du 11 décembre 2018 et à transmettre toute information pertinente pour permettre une prise de décision éclairée. Donc, vous avez une proposition à l'effet de refuser l'usage conditionnel déposé pour la propriété ci-dessus mentionnée. Un propos. Madame Paquin propose et les membres du Conseil sont d'accord. En 5.2, mais avant de passer en 5.2, c'est une question importante, la question du logement touristique. Parce qu'il y a des besoins dans la ville et en général, l'encadrement en ce moment de l'hébergement touristique au Québec et partout dans le monde avec l'apparition des Airbnb, c'est complexe. Et un des outils dont le Conseil s'est doté pour gérer les demandes, ce sont d'essayer de passer par le biais de l'usage conditionnel. Alors, c'est accepté dans seulement, il me semble que c'est 3 secteurs de Val-David où on peut faire une demande d'usage d'hébergement touristique. Donc, il y a seulement 3 secteurs à confirmer, peut-être 4, là, je pense que c'est 3. Où c'est possible de faire une demande. Et lorsque la personne fait une demande, elle dépose une demande, il y a toute une procédure qui s'enclenche. Et à travers cette procédure-là, le Conseil reçoit les informations pertinentes à une prise de décision. C'est-à-dire s'il y a des voisins ou d'autres personnes du village qui souhaitent s'exprimer, ils peuvent le faire. Et par la suite, le Conseil prend une décision finale. On se rend bien compte que c'est complexe, comme on a dit. Ça, c'est un outil. Puis on va poursuivre notre réflexion pour continuer à trouver des moyens d'encadrer l'hébergement touristique pour qu'il y ait une offre qui soit faite dans le respect de la population. Alors, simplement vous dire qu'on poursuit le travail en ce sens-là. En 5.2, nous avons une demande de dérogation minière pour le 2171-2173 rue de la Pétanque. Donc, c'est une demande de Mme Nicole Laurencel relativement au 2173 de la Pétanque afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 5,61 mètres dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage restreint une marge de recul de 9 mètres dans cette zone. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient s'exprimer sur cette demande-là, qui auraient des informations à transmettre au Conseil concernant cette demande? Non? Alors, nous pouvons poursuivre. Donc, attendu que le 10 décembre 2018, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de dérogation mineure, attendu que la maison est montrée sur le plan de 1977, préparé par Jean Blondin en géomètre, attendu qu'en 1977, la partie nord-est du lot était considérée comme étant une rue au cadastre. Les marges et cours auraient pu être interprétés différemment par rapport à aujourd'hui. Attendu que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu la réception par le Conseil de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la dérogation mineure déposée pour la propriété ci-dessus mentionnée. Un proposeur? Je propose Mme Bourget. Le Conseil est unanime. D'accord. Il s'agit donc d'une régularisation d'une situation de 1977. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci au 2017 route 117. Donc, il s'agit de permettre 3 enseignes commerciales attachées au bâtiment et permettre une superficie totale d'enseignes de 14,40 mètres carrés, alors que le règlement de zonage autorise un maximum de 2 enseignes et une superficie maximale totale de 8 mètres carrés. C'est une demande du IND sur la 117 concernant leurs enseignes. Est-ce qu'il y aurait des citoyens ou des citoyennes qui aimeraient s'exprimer à cet égard? Non, alors nous pouvons poursuivre. Attendu que le 10 décembre 2018, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de dérogation mineure. Attendu que le nombre et les dimensions des enseignes soient similaires aux autres concessionnaires automobiles de la route 117. Attendu que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu la réception par le Conseil de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Vous avez une proposition à l'effet d'accorder la dérogation mineure déposée pour cette propriété. Je propose. Madame Paquin propose. C'est avec l'unanimité. Nous sommes rendus au point sur les loisirs et la culture. Demande d'enseignes. Ah oui, maintenant que, pardon, merci. Alors, encore la demande d'enseigne au 27 route 117.
Donc, c'est une demande de Mme Julie Leblanc concernant le projet d'enseigne au 2017 route 117. Donc, attendu que le 10 décembre 2018, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande d'enseigne, que les enseignes font partie intégrante des composantes architecturales du bâtiment et en présentant des dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui respectent le cadre bâti ainsi que la fonction commerciale de la route 117. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Attendu la réception par le Conseil de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Vous avez une proposition à l'effet d'accepter la demande de PIA déposée pour la propriété ci-dessus mentionnée. Je propose. Madame Paquin propose. C'est adopté. Maintenant, loisirs et culture. Une autorisation pour un barrage pour la Société canadienne du cancer. Donc, c'est pour le relais pour la vie de Sainte-Agathe, un barrage routier, levée de fonds. Attendu la demande de l'agent de développement au relais pour la vie de Sainte-Agathe de la Société canadienne du cancer pour la tenue d'un barrage routier allant de la rue de l'Église et de la route 117 le 4 mai 2019. Attendu que ce barrage routier vise la sollicitation des automobilistes pour une levée de fonds au profit du relais pour la vie. Attendu l'autorisation du ministère des Transports suivant l'envoi de cette résolution. Vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal permette un barrage à l'angle de la rue de l'Église et de la route 117 le 4 mai 2019 entre 9h et 15h, que le conseil municipal permette aux bénévoles du relais pour la vie de solliciter les automobilistes à cet endroit, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. Je propose. C'est adopté. En 6.2, une autorisation pour une convention de service. Alors, c'est que maintenant que nous avons dépassé le cap des 5 000, le seul élément qui change dans la gestion de la municipalité, c'est notre bibliothèque. À savoir qu'avant, nous avions une entente avec le réseau Biblio qui nous fournissait, monsieur, tu veux pas parler? On a déjà parlé. Donc, c'est la seule chose qui change, c'est l'entente avec le réseau Biblio pour notre bibliothèque et nous allons donc de l'avant avec cette résolution. Donc, attendu que le nouveau décret donne une population de 5 209 habitants pour la municipalité du village de Val-David, attendu qu'à partir de 5 000 habitants, la bibliothèque municipale change de statut et devient une bibliothèque autonome, attendu que la convention de service entre la municipalité et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides doit être revue. Vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal accepte la nouvelle convention de service du réseau biblio des Laurentides à partir du 1er janvier 2019. Je propose. C'est pas grave. Que le conseil municipal s'engage à payer au réseau biblio à titre de contribution la somme de 2,90 par habitant, soit un montant total de 15 106,10 plus les taxes applicables, et ce en 2 versements, soit le 1er mars et le 1er juin. Que le conseil maintienne la gratuité du service de la bibliothèque pour ses citoyens, ainsi que pour les citoyens de Val-Morin dans le cadre de l'entente pour les frais résidents-non-résidents. Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document relatif à cette entente. Oui. Merci, Mme Paquin. C'est adopté. En 6.3, une autorisation pour un programme d'emploi d'été. Attendu que le programme Emploi d'été Canada est une initiative du gouvernement du Canada qui accorde un financement aux employeurs du secteur public afin de créer des emplois d'été pour les étudiants de 15 à 30 ans. Attendu que la municipalité désire présenter une demande de financement pour différents services favorisant l'embauche d'étudiants dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2019, notamment pour le camp de jour. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le conseil municipal autorise la directrice du service des loisirs et culture à présenter une demande de financement dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2019. Il autorise cette dernière à signer tous les documents pour donner plein effet à la présente. Je propose. Monsieur de Montigny propose et c'est d'adopter à l'unanimité. Nous avons des avis de... Non, aucun avis de motion au point 7. Aucun projet de règlement. Et nous adoptons ce soir le règlement 724 pour amender le règlement, le règlement 724-1. Donc, comme présenté dans le projet de règlement, il s'agit de modifier le règlement pour se conformer à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, on doit intégrer un nouvel article qui se lit comme suit. Il est interdit au directeur général, au secrétaire trésorier, au greffier, de même que leur adjoint,
dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une entreprise morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que ces derniers ou toute autre personne tire un avantage indu de leur fonction antérieure. Donc, vous avez une proposition à l'effet que le Conseil adopte le plan Avec cet ajout. Un proposeur. Je propose. M. Boutier propose d'adopter à l'unanimité. En 11.1, nous avons le dépôt des variations budgétaires. C'est un dépôt. Donc, le Conseil prend acte de ce dépôt. Et le dépôt des rapports de la directrice générale pour l'embauche, pour les déboursés, pardon. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Et finalement, le dépôt de la directrice générale et secrétaire trésorière en vertu du règlement pour l'embauche du personnel syndiqué. Donc, il s'agit de 2 employés surveillants de patinoire, M. Éric Latour et Alexis Valère. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc maintenant rendus au point d'information des conseillers. M. Giasson, si vous voulez prendre la parole. Merci. Bonsoir. À la dernière Assemblée publique, une citoyenne nous avait demandé quelles avaient été nos priorités pour s'engager en politique et qu'est-ce qu'on avait réalisé dans notre première année de mandat. Donc, personnellement, mes priorités, c'était d'abord d'améliorer la rigueur administrative à la municipalité. Ce qu'on a fait, un exercice qui a été plus long que je croyais, mais qui s'est terminé par l'embauche de notre nouvelle DG qu'on apprécie beaucoup. Alors, c'est la réalisation. Je voulais aussi, j'espérais pouvoir réparer le ponceau sur la rue, le chemin de la rivière, au point Saint-Élie. Ça faisait partie de mes priorités. C'est pas réussi pour l'année qui vient de passer, mais on a mandaté quand même une firme qui va faire une étude sur la mobilité active. Il y a une petite ouverture du ministère pour peut-être aller de l'avant si jamais les conclusions vont dans ce sens-là. Donc, une petite ouverture là-dessus. Et j'aurais aimé aussi qu'on ait une descente à canot, un débarcadère à canot sécuritaire, mais on l'a budgété pour l'année qui s'en vient, donc j'espère bien réaliser ça en 2019. Donc, voilà pour ma part. Merci, M. Giasson. Madame Franchet. Eh bien, dans le même ordre d'idées, pour répondre à cette même citoyenne. Alors, mes réalisations en 2018, outre ce que Jean-François a dit, parce que c'était vraiment un travail d'équipe pour beaucoup de ces choses-là, j'ai été membre du comité d'analyse des demandes d'aide financière, le CADAF. C'est un comité qui distribue aux organismes communautaires, sportifs et de loisirs de la communauté des petites subventions qui varient généralement entre 100 et 1000 $. Je suis membre du comité prospectif en environnement, puis j'étais membre du comité des ressources humaines et notre principale réalisation a été l'embauche de Mme Charpentier. Mes objectifs pour 2019, supporter de façon active le projet de l'école et le projet de la bibliothèque, travailler à faire changer, /modifier, /créer certains règlements d'urbanisme pour que ceux-ci facilitent un mode de vie durable, incluant l'autonomie alimentaire et les habitations et les aménagements durables, et faire en sorte aussi que ça soit plus facile de comprendre les règlements d'urbanisme, appuyer le projet Nourrir son village, travailler à équilibrer les services aux citoyens avec nos ressources financières, et en dernier lieu, j'aimerais travailler à définir le bien commun de Val-David. Pour ça, on va faire une planification stratégique. Ça paraît simple de dire on va travailler pour le bien commun. Je suis sûre que tout le monde ici dans la salle, on est tous d'accord, on veut le bien commun à Val-David. On s'entend tous là-dessus. La difficulté, c'est qu'est-ce que le bien commun et comment on va l'atteindre. Si on prenait une demi-heure et on demandait à chacun, c'est quoi pour toi le bien commun et comment tu veux le réaliser, on aurait probablement autant de réponses que de citoyens dans la salle. Alors, pour moi et pour nous, un de nos objectifs en 2019, c'est d'arriver à un consensus sur c'est quoi le bien commun à Val-David et comment on va le réaliser. Alors, pour ça, on va faire une planification stratégique, évidemment avec un plan d'action en conséquence, sur lesquels les membres du conseil, les employés, et il y aura des consultations citoyennes pour arriver à définir ça. Ça, c'est mon gros plan pour 2019. Et en conclusion, je me permets
résumer comment je vois mon rôle de conseillère avec une citation de Gustavo Raobatos. Alors, pour moi, mon rôle de conseillère, c'est l'exigence d'une union étroite entre parole et action en vue du bien commun de Val-David. Cette union doit être plus forte à chaque jour. Merci, Madame Rocher. Monsieur Boutier. Alors, bonsoir. Pour aller dans le même sens, je dirais que après une réflexion, en regardant tout ce qui se fait, je dirais que la plus grande réalisation pour 2018, c'est quelque chose que Cathy a effleuré, la mairesse a effleuré en ouverture. Derrière les apparences d'une cohésion parfaite ici, vous avez 7 personnes qui ont appris à travailler ensemble. 7 personnes extrêmement différentes, avec des points de vue extrêmement différents, des valeurs différentes, mais qui ont une condition, c'est que pour le bien de Val-David, qui prévaut devant le bien de tout le monde qui est assis ici, j'inclus les joueurs là-dedans. Pour l'intérêt général de Val-David, ce dont Val-David avait besoin, c'était un peu de cohésion. Donc, je pense que c'est le défi qui a été rempli. Puis, c'est ce dont je suis un peu fier, parce que c'est peut-être pour moi qui était le plus grand défi, parce que je suis peut-être le moins bon caractère. Mais ça, c'est Merci. Merci, M. Boutier. M. de Montfouille. Bon début d'année à tous. Donc, premièrement, je voudrais remercier le CA du Club des Valeureux de m'avoir reçu la semaine dernière. J'ai rarement vu un conseil d'administration aussi dynamique et complice. C'est une belle équipe et merci pour votre implication. Et merci à tous ceux qui ont bravé le froid et qui ont répondu à l'appel le 6 janvier dernier pour exprimer leur soutien pour le projet de nouvelle école. Il faut continuer de démontrer que nous sommes solidaires, que le milieu, les commerçants, les OBNL, les citoyens de toutes les générations sont derrière le projet. J'ai eu la chance que mes 2 enfants aient fréquenté l'école de Val-David, du point de vue de l'enseignement, de l'implication des professeurs, de tout le personnel, du lien avec la municipalité pour les activités sportives et culturelles. C'est impossible de trouver mieux. L'école de Val-David est un joyau à protéger, c'est une source de fierté, c'est un lieu d'enseignement exceptionnel et c'est un attrait pour tous et surtout les jeunes familles. On ne lâche pas et la mobilisation continue. Et concernant le centenaire de la municipalité, nous avons reçu des questionnements concernant la suite de la première consultation. Donc, simplement pour vous mentionner que pas plus tard que demain, il y a une rencontre à la municipalité afin de discuter des résultats de la consultation, du budget, des subventions, des orientations et des échéanciers. Tout va donc pouvoir se mettre en branle par la suite avec les différents partenaires et intervenants. Je vais aussi conclure en répondant au questionnement d'une citoyenne sur les raisons de notre implication politique et des réalisations qui ont été faites depuis le début de notre mandat. De mon côté, j'ai plusieurs raisons personnelles, mais si l'on parle d'enjeux, un des volets est la préservation des acquis d'un point de vue social, culturel et des loisirs qui font de Val-David une municipalité incroyable. Je me suis impliqué car je ne voulais pas assister à la mise à mort d'événements ou à départ de partenaires municipaux dans le seul et unique but de réaliser des économies de bout de chandelle ou par simple opportunisme électoral. Je suis très fier que la municipalité continue de supporter à la hauteur de ses moyens les organismes communautaires, nos partenaires culturels et les activités de loisirs. Ça a toujours été et ça restera un de mes chevaux de bataille. Une autre des raisons de mon implication en politique est la construction d'une nouvelle bibliothèque. Je ne baisserai pas les bras et aussi longtemps que ce projet-là ne devienne réalité. C'est débuté, puis on espère que la suite va arriver rapidement. Et la dernière raison de mon implication est le fait d'avoir assisté à plusieurs assemblées du Conseil dans l'année précédant les élections. Je trouve un peu surréaliste que le Conseil soit divisé et incapable de travailler ensemble. Je crois que même si tout nous sépare, il reste toujours un point sur lequel s'entendre et sur lequel il est possible de travailler. Je voulais m'impliquer car je suis quelqu'un qui travaille dans le consensus, dans la discussion, dans l'écoute et dans la réflexion. Par respect pour nos citoyens, je crois que c'est un minimum et c'est quelque chose que je pouvais offrir. Dans le municipal, il n'y a pas d'équipe au pouvoir, il n'y a pas d'opposition. On est des gens élus qui travaillent ensemble pour le bien commun. Nos idées et valeurs représentent celles des électeurs et toutes nos décisions sont prises en collégialité. Que l'on parle du budget, des règlements d'emprunt ou d'orientation politique, c'est un compromis de tous ceux qui se trouvent autour de la table. À l'occasion, c'est moi qui sois moins satisfait, des fois ce sont d'autres. C'est ça la démocratie municipale, et même si à l'occasion nos échanges sont plutôt animés, tous les élus autour de la table travaillent ensemble, ont leur mot à dire, et je crois que c'est une belle réalisation du conseil actuel. Merci. Merci, M. Demarcy. Madame Paquet. Bonsoir. Moi, je pense que la plus grande réussite, c'est d'avoir une nouvelle DG à Val-David avec qui on peut discuter et faire avancer nos points.
Ça, c'est la plus grande réalisation pour moi. Et en 2019, ben, ce que je souhaite, c'est bien sûr, je vais parler pour moi encore mon secteur, même si on représente le Val-David, c'est de voir notre 7e rang fini, parce que c'est quelque chose qui a été commencé, qui aurait dû être fini en 2017. Je sais qu'il y a des gens de mon secteur qui sont ici, mais, en 2018, mais qui devrait être fini en 2019. C'est aussi gérer nos eaux, parce qu'on a des problèmes, on a certains dossiers, c'est de voir nos 4 ou 5 dossiers se terminer en 2019. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Merci, Mme Paquin. Monsieur Séguin s'excuse, il ne pouvait pas être présent ce soir. Alors, il y a eu certaines questions, mais surtout des commentaires aux dernières assemblées de décembre. Donc, je vais donner quelques réponses aux questions qui ont été posées. Il y a eu une proposition de M. Gagné au sujet de la récupération des frigos et c'était très agréable de recevoir le soir même une réponse de M. Joly qui travaille à la MRC qui nous expliquait qu'il travaille à la planification et l'aménagement du territoire à la MRC des Laurentides. Il nous explique qu'en ce moment, les appareils qui transitent par nos écocentres, donc si on apporte nos vieux frigos à l'écocentre, les gaz réfrigérants, qui ont donc un haut potentiel d'émission de gaz à effet de serre, sont retirés et leur matériel est recyclé. M. Joly a fait des démarches pour travailler avec une compagnie qui est beaucoup plus performante dans son recyclage, puisqu'il trie les isolants, les matières plastiques et les métaux. Donc, c'est en cours. Ce qui nous explique, c'est que, du point de vue du gouvernement provincial, il y a le programme de responsabilité élargie des producteurs, le REP, qui rend responsables les producteurs pour le recyclage des huiles, des pneus, des batteries et des produits électroniques. Donc, à chaque fois qu'on achète un appareil, il y a un montant qui est inclus à la vente de l'appareil pour couvrir les frais de disposition et de traitement de fin de vie de ces appareils-là. Les frigos ne sont pas inclus dans ce programme-là. Alors, une des choses qu'on pourrait faire, ce que lui va faire à la MRC, c'est de proposer au comité de gestion des matières résiduelles de déposer une résolution en ce sens, puis on va en parler nous aussi de notre côté. Parce qu'effectivement, ça pourrait être une façon d'obliger les compagnies à se responsabiliser par rapport au recyclage des appareils réfrigérants qui, effectivement, émettent des gaz à effet de serre. Une autre bonne nouvelle dans ce sens-là, c'est que le prochain lac à l'épaule de la MRC des Laurentides, on va concerner la discussion sur une politique environnementale pour la MRC des Laurentides. Alors, la rencontre a lieu fin janvier, début février, je ne me souviens plus. Et ça va être, on est accompagné par une firme environnementale et on va aller dans le sens de choisir des priorités pour la MRC, pour poser des gestes concrets pour l'environnement. Parce qu'on a discuté la signature du pacte de la transition, aussi la déclaration d'urgence climatique et la décision de la MRC, c'est bien beau les pactes, mais on va poser des gestes concrets. Alors j'ai bien hâte de savoir ce qui va en ressortir et vous pouvez compter sur moi pour vous garder informé sur ce sujet-là. On a eu une demande pour obtenir le règlement sur les usages conditionnels dont on a parlé plus tôt, celui sur les gîtes, les demandes d'hébergement touristique. Il est disponible sur le site de la municipalité sous l'onglet « Publication, règlement d'urbanisme » et c'est le numéro 608. On poursuit avec la demande pour le document de vérification fait par l'ingénieur pour la halle, pour la réparation de la halle. Nous avons demandé à ceux qui ont produit le document, les ingénieurs, si on peut le partager parce qu'il ne nous appartient pas et on attend leur réponse. Alors, il y a eu d'autres demandes qui ont été faites pour lesquelles on a invité les personnes à passer par le biais d'accès à l'information pour avoir les réponses. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions et dans le but d'offrir à tout le monde une séance respectueuse et constructive, je rappelle les règles qui entourent la période de questions telles qu'elles sont stipulées dans notre règlement de régie interne. Alors, la période de questions est d'une durée maximale de 60 minutes. C'est moi qui donne la parole aux gens qui veulent interagir. On va commencer avec les gens qui se sont inscrits. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous arrivez, vous pouvez vous inscrire. Et si vous avez un ordre
une priorité pour la parole au micro. Alors, les citoyens ont un maximum de 3 minutes pour poser une question, faire un petit préambule, poser une question et une petite question. Par la suite, je vais les inviter à retourner s'asseoir à leur chaise et puis je vais répondre si c'est possible. Sinon, on va prendre la question en note et on vous reviendra avec une réponse à la prochaine assemblée. Alors, évidemment, nous souhaitons que tous les échanges se fassent de façon respectueuse et si ce n'est pas le cas, je vais simplement lever la séance. Alors, tout d'abord, j'aimerais accueillir M. Jerry Krukowski. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes en salle. Yes, I'm going to talk. And please give me respect and do not interrupt me until I finish. Please. Well, the rule is the same for everybody. You have 3 minutes. Exactly. So if you stop before 3 minutes, I will let you go. Otherwise, I will ask you to But resume please your do question. not interrupt me. Thank you. Thank you. Okay, I start now. Yes. Why I didn't receive any documentation stating there is a Kurda that municipality has jurisdiction over it. When I received, when you provided with me, why did you misinform Mr. Rocheleau that he cannot represent me with my authorization? Why you did not inform yourself adequately? Mr. Rocheleau was right. Therefore, weren't you wrong? Why you, Madame Poulin, misinformed everyone on November 12, 2018 that my case is since 2014? Are you still accusing me that I'm not complying with regulation, which in fact is not true? I'm giving to you and to all 6 councillors right now 46 pages of proof that I did comply with the regulation and I did cooperate. Why are you mixing up present case with the previous one that was of false accusation? General Director in her letter dated November 20, 2018 stated that this case has nothing to do with the previous one. Did you, General Director, said on November 12 before all the public that you cannot talk about my case because it's in the court. Yet, you said that after 4 avis, if citizen does not comply, it goes to the court. Why did you say that? That's not true. I never received even 1 avis straight to the court. Where are those 4 avis? Why did you took right away to the court? Why you do not want to discuss it? Where is this in regulation that this case cannot go, has to go to the court and cannot be withdrawn? Cases can be settled before court day. Why you don't want to? Why are you misleading the public, accusing me of wrongdoing which is not true? Why don't you respect Environment Minister report dated December 16, 2016 and your emails from the Minister of the Environment? Aucun manquement ne sera signifié. Un fossé, not a Kurda, as you imply. Was municipality Val David involved to influence, to manipulate Minister of the Environment report against my property? Check your email. Check your all correspondence. Mrs. Krukowski, I got one more question. It's been 3 minutes now. One more question. No, it's been 3 minutes. Okay, Thank so you. I'm taking out my name. Now I have 3 minutes mine. No? Well, Yes. your husband was written on the... That was him. I was So talking for he him. can speak. So I can talk about me now. Okay, my 3 minutes. Why did municipality of Val David get permit to evaluate property? Excuse me, Mrs. Krukowski, we will hear your husband now. No. He is very stressful.
I told I you, am a I very nice wrote person. his emails Okay. that he has an order from the doctor not to stress him. Can I talk to him? Okay, why was Ms. Valde involved to influence, to manipulate the Minister of Environment, the reports on my property? Is it possible? And you're going to have that in a minute. Check your emails. I'm going to give it to you. Now, why did Ms. Valde get permits to elevate property and cut more than 90 trees on a non-forestier land, Not for not for construction? I'm Without sorry. a minister of environment Please, Mr. flooding Please, neighbors. Mr. Okay? Now remember. We will take your documents. Thank you very much. You're going to have to. Thank you very much. Now, since I'm still Thank here, And now, please, Mr., this is a personal case, and it's in court right now. So it's not. It's I don't care what personal. You're the one that's accusing me. If you're accusing me, I'm going to provide myself Thank you with very much for your proof. comment. And you don't want to give the others the proof? You say there's all kinds of crazy things? Mr. Now Valdez, they're going to see how this much is you enough. are. This is Now the enough. other thing is, This is the enough. other thing is, Mr. Krukowski, this is, we have every information we need now. Thank you very much. Next person. one more thing. One more thing. I just got something in the We mail. have everything I'll let you know we what need the now. world is going on. I have no Mr. source, no Krukowski. water. Okay. Can you give him a I know. We will stop for 2 minutes. Thank you. Yes, stop. But he has right to stop. No, I'm sorry. This isn't the case. This is no place for this. He's got one question to ask, and he is not allowed. Please go back to your seat. We will Why? not start again until He's you not go a back to child. your You're not going to tell him what to do. seat. Yes, I have to. I am responsible for the good well-being of this assembly, and I Why have to did go back to your he seat. just ask one question? We will not start again until you go back to your seat. He's got one question. He cannot ask? No, No. Why? because I've decided so. Please go Why back you to your decide? seat. Because it's not of public interest. No? No. So please go back to your not seat. I'm not a I'm not taxpayer. a public. I'm not a But we taxpayer. will not go back to the assembly until you go back to So your you're seat. telling the public that I'm not allowed on video that I'm not allowed to talk He's to. not citizen, right? Okay. He's not a public. You're going to see me in court one day. This is not funny. We are not paid. We have our water. We don't have a service with water. We don't have a service in Please, South Store. Mrs. We want to pursue the assembly right now, and we Okay, cannot. What is my 3 minutes? I talked for You have your 3 minutes, and 3.5 minutes. please listen to me. Your case is a personal case, and it's not the place to discuss your case in a public assembly. The taxes, 7%, 7.5% you give the taxes when we have no service. This is enough. No service. Therefore, you are informing the public wrong. How many more people are on? Okay, I invite you to sit down. You can accuse us, right? Yes, I will. Don't worry. I write you in the email that he has a doctor order. Taxes, no service whatsoever. Peut-être que s'il y a une autre personne qui peut je vais attendre quelqu'un. Ah, bon, on va donc reprendre l'Assemblée. Il est maintenant... Merci beaucoup. Il est 20h27. Nous allons reprendre l'Assemblée. Une chose que j'aurais dû préciser, que j'avais précisé en décembre,
c'est que l'Assemblée publique, ce n'est pas une place pour discuter de dossiers particuliers. S'il y a des problèmes avec certains dossiers, il faut s'adresser aux services de la municipalité, soit les services précis ou soit passer par le biais de Mme Charpentier ou moi-même, puis on va vous orienter en fonction de vos besoins et de vos questions. Évidemment, il y a certains dossiers qui peuvent, comme j'avais dit au mois de décembre, qui peuvent dénoter d'une question de gestion et d'administration. Si c'est le cas, Mme Charpentier a le mandat de s'assurer que les services administratifs qui sont offerts aux citoyens sont d'une excellente qualité et c'est elle qui est en charge et c'est elle qui s'en assure. Donc, si le Conseil s'aperçoit qu'il y a des manquements, qu'il y a des améliorations à faire au sujet du service clientèle, du service aux citoyens, eh bien, on va les adresser. Pour le moment, la période de questions concerne des questions d'ordre public et c'est ainsi qu'on va poursuivre. Alors, Mme Krutowski qui vient de parler parle d'un cas spécifique qui est en cours. Alors, nous ne pouvons pas de toute façon en discuter en séance publique. Alors, j'inviterai M. Vendette à prendre la parole. C'est le prochain sur la liste. Bonsoir, M. Vendette. Alors, à qui je m'adresse pour contester mes taxes? Pour contester vos taxes? Mon augmentation de taxes. Vous contestez votre augmentation de taxes? Oui, je l'ai contesté. D'accord. Il va y avoir des raisons pourquoi ça a augmenté le même. Moi, si je vous parle du service de la voirie, j'en vois pas mal cet hiver. J'ai mis des vidéos sur Facebook, on m'a bloqué. Quand on parle de vérité, on vous a bloqué? Oui. On vous a bloqué sur... Ouais. Parce que j'ai mis des vidéos comme quoi... À quel endroit vous avez été bloqué? C'est le monde village à part. Le seul site officiel de la municipalité, c'est le site de la municipalité de Val-David. Il y a d'autres sites qui sont disponibles, qui sont gérés par les citoyens, mais le seul site disponible... Parce que vous pourriez sauver des coûts sur la voirie, parce que j'ai rencontré aujourd'hui, la lileuse a sorti, elle a passé encore une deuxième fois dans le rang, absolument pas rien. Hier, ils ont fait un deuxième rang, ils ont sauvé, puis après, ils ont raté. Souvent, ils sortent par-dessus la slush, puis ils rentrent. Donc, votre question, c'est de savoir s'il y a moyen d'améliorer la façon de faire à la voirie. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Puis, que des trocs, des charrues, qu'il n'y ait pas de patin en dessous de la blinde. Je fais du déneigement, nous autres, on n'a pas de patin qu'on gratte aux yeux. Je comprends pas qu'on ait du mouvement dans nos rues, c'est que le vélo qui voulait sortir la foot en fait. C'est pas normal. Ça, c'est mes taxes qui vont là-dessus, puis c'est ça. Une autre affaire, les employés ont un téléphone cellulaire fourni, payé par nos taxes. Et moi, ça va avoir aussi un téléphone cellulaire payé par les municipalités. Ça, c'est dans la convention collective de la municipalité. C'est tout un... Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut répondre? On prend note du commentaire. Monsieur Philippe Maillard, s'il vous plaît. Bonsoir. Je savais pas que c'était 3 minutes, ça se peut, je l'ai dit. Premièrement, en tant que citoyen, je tiens à vous dire que je suis vraiment reconnaissant de votre travail. Vous êtes du bien vivre à Val-David, puis c'est dans une recherche de meilleure démocratie, puis ça, c'est sûrement une bonne chose. Merci. Question d'imaginer un peu mon sujet. Je parle d'un cas vécu. Avec la famille, un samedi, on est au dernier défi de ta santé à la patinoire. Pendant que les coureurs traversaient la ligne d'arrivée dans un nuage de fumée, du feu qui était en place, là, le feu extérieur. On regardait ça, puis on respirait de la fumée, on se disait, notre questionnement, y a-t-il quelque chose qui ne faut pas? Fait que c'est ça qui m'a amené ici, ça, qu'on va poser des questions. Donc, ça amène à la réflexion suivante. Dans le politique environnementale 2014, on disait, dans l'orientation 2, encourager le remplacement des systèmes de chauffage polluants par des systèmes moins polluants. Informer la population sur les substances et appareils polluants. Encourager par des mesures concrètes le remplacement de ceux-ci. Sensibiliser la population à l'impact des feux à ciel ouvert. Le lien entre la fumée, la combustion du bois, la qualité de l'air, la santé est très bien documenté. Il semble faire consensus.
C'est d'ailleurs pourquoi la Ville de Montréal a récemment adopté un règlement là-dessus. En période de smog, on peut juste ne pas brûler rien. Sinon, ça prend des machines qui sont, des foyers qui ont des normes très élevées. La raison pourquoi, puis en fait, le smog à Montréal est presque en moitié, le smog hivernal vient de la combustion du bois. Je trouvais ça intéressant ce qu'il disait sur le pourquoi que la Ville a adopté ça. Outre les impacts indésirables de l'environnement et de la qualité de l'air, il est reconnu que les polluants issus de la combustion du bois ont des effets nocifs sur la santé, aggravation de l'asthme, bronchite infantile, cancer pulmonaire, décès prématurés chez les personnes souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires chroniques, ainsi puisqu'il s'agit d'enjeux de santé publique. La Ville de Montréal resserre les règlements. C'est la société qui suit ça. Ça fait de ça. Il y a toutes sortes de choses là-dedans, du monoxyde de carbone. Donc, il y a plusieurs éléments qui viennent confirmer la pollution de l'air lorsqu'on brûle du bois. Exactement. La grande question ici, c'est comment ça s'applique à Val-David. Fait que nous, on a communiqué avec la DSP, la Direction de santé publique, puis ils s'intéressent à cette question-là dans les Laurentides. Ils n'ont pas de données là-dessus, mais ils s'intéressent particulièrement aux vallées. Fait qu'ils veulent faire des projets, en tout cas, bref, il y a peut-être quelque chose à faire là avec eux. Mais bon, pour le moment, il y a de bonnes raisons de croire que la qualité de l'air, souvent au village, quand la pression atmosphérique a des. En tout cas, ça arrive on sent qu'il y a de la fumée qui stagne. Je vais essayer de faire une conclusion bien rapide. Fait que, premièrement, dans ta vie, à court terme, il faudrait mettre fin au feu extérieur à la patinoire. Parfait, merci. On comprend la nature de la question. Mettre fin au feu. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous laisser votre document? Vous pouvez nous l'envoyer aussi. Merci beaucoup. Madame Lucie Racicot, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je viens ici ce soir pour parler d'un danger imminent sur la 117. En fait, il y a déjà eu plusieurs décès en 20 ans. On m'a dit 4 ou 5 au total. Moi, je demeure sur la 117. Je suis piéton et il n'y a pas de sécurité entre le Tim Hortons et le motel Radisson. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de lampadaire. Et c'est archi dangereux. Je suis arrivée là en juin. Je demeure depuis juin dans le secteur. Et je me sens vraiment en danger. Lorsque je marche, je ne dépasse pas 4 ou 5 heures le soir parce que si la pénombre prend, je considère que c'est vraiment à risque. Et même le jour, j'essaie d'être habillée d'une façon... mais en tout cas, ça ne devrait pas être le cas, là, je panique un peu, mais c'est parce que je sens vraiment les voitures passent à 1 pied, 2 pieds ou 3 pieds maximum de moi, et je considère que c'est vraiment à risque tout le temps, l'hiver. Et aussi, on m'a exprimé que pour tous les gens qui demeurent au Pourtour, il y a des étudiants, il y a des jeunes enfants qui côtoient effectivement l'école, qui marchent sur la 117, qui sont en danger, dont une mère m'a dit ce matin que son enfant avait une grande difficulté parce qu'il voyage à vélo la plupart du temps et qu'elle est très inquiète lorsqu'il quitte la maison. Alors, pour toutes ces raisons-là, et moi j'adore mon lieu, ça fait 2 ans que je demeure à Val-David, je trouve ça un lieu magnifique et je trouve qu'il y a une collaboration, il y a une unité à Val-David, il y a un côté, on est comme une grande famille en quelque part à Val-David et ça me plaît beaucoup, mais je ne me sens pas en sécurité. Donc c'est pour cette raison que vous avez fait une démarche? Oui, et j'ai fait signer une pétition. À date, j'ai à peu près 155-160 signatures. Parfait. Alors si vous voulez déposer au conseil, nous on va s'assurer de faire un suivi. Parfait. La 117 appartient au ministère des Transports du Québec, le MTQ. Et on travaille en collaboration avec eux depuis maintenant quelques mois. On a rencontré la direction régionale, le directeur régional.
Et justement, il va y avoir un comité mis sur pied pour réfléchir à sécuriser la 117 et aménager, voir comment on peut faire des aménagements éventuellement pour sécuriser la 117. Alors, votre démarche va dans ce sens-là et je vous en remercie. Ça va nous aider à discuter avec le ministère. Merveilleux. Puis là, c'est pas noté sur la pétition au niveau des lampadaires, mais c'est quelqu'un qui m'en a fait part les derniers jours, à l'effet que ce serait vraiment fort judicieux qu'il y ait aussi des lampadaires. Parfait. Alors, si vous voulez nous remettre votre pétition, puis on va prendre en note toutes les informations que vous avez données en ce soir. Merci à vous tous. Merci, Mme Racicot. Merci pour votre démarche. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Rochelot, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Excusez, je tiens ma bouteille d'eau parce que j'ai un petit mal de gorge qui persiste. Je voulais, donc, Jean-Claude Rochelot, président du regroupement des citoyens de Val-de-la-Ville. Je voulais encore m'exprimer sur le budget, parce que je suis venu à la présentation du budget pour vous dire que je ne suis toujours pas content du 6,26% d'augmentation de taxes. Parce qu'il n'y a pas grand monde, comme nous, les retraités, ou des gens qui sont en fait de revenus, qui vont recevoir une augmentation de salaire de 7% cette année. Donc, on va être obligé de couper dans nos dépenses, couper dans nos choses. Sauf que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant dans le texte, dans les documents, un plan de redressement qui va se mettre en place rapidement pour couper dans les dépenses, essayer de regarder les choses pour qu'on puisse rétablir un peu puis diminuer la dette qui va être rendue en 2019 à 19,5 millions. Donc, je pense que ce serait urgent qu'on adresse ce point-là. Aussi, j'ai remarqué à la page 9, au niveau dans la présentation, qu'on avait budgété pigé 365 000 dans les surplus. En réalité, on est allé piger 649 960 au total dans les surplus. Donc, c'est 334 960 de plus que ce qui était budgété en début d'année. Donc, où est passé cet argent-là? À quoi a-t-il servi? Ça, c'est important pour que les citoyens puissent savoir jusqu'à où on est. Et vous dites en plus qu'en 2019, vous allez puiser 142 500 $ de moins, en ne spécifiant pas le montant que vous allez aller piger, donc de moins que 2018. C'est 142 500 de moins de quoi? De quel montant on parle? C'est 142 500 de moins du 649 960 ou de ce qui avait été budgété au début 2018 de 365 000. Donc, ça serait le fun d'avoir cette réponse-là. De plus, à la page 11, j'ai remarqué que le temps supplémentaire des codes bleus a doublé en deux ans, en l'espace d'une année, c'est-à-dire. Donc, on est passé de 20 000 à 40 000 en temps supplémentaire et on ne marque pas dans la feuille c'est quoi le temps supplémentaire de 2018. Et ça, on dit que c'est parce que c'est dû au verglas et à la pluie. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu l'écart des températures. Il n'y a pas tant d'écart que ça entre les années et au niveau de la température. Et ça, je me questionne aussi sur cette partie-là et j'aimerais ça avoir des éclaircissements. Vous dites aussi à la page 19 que vous allez maintenir les efforts de réduction. On parle de quoi quand on parle de maintenir les efforts de réduction? Je veux dire, il n'y a rien de détaillé, il n'y a pas rien de spécifique, donc on ne sait pas juste qu'est-ce qui va être fait pour contrôler ça. Merci, M. Rochelot. Oui. Vous pouvez aller vous asseoir puis revenir à la fin. Je vais revenir tantôt parce que j'ai quelques questions qui... Merci. Alors, j'ai pris note de vos questions. Il y en a certaines pour lesquelles je peux répondre. Alors, lorsque vous dites à la page 9 qu'il y a eu un montant qui a été prévu dans les surplus de prendre 365 000,
Ça, c'est un 365 000 qu'on a pris, qui a été utilisé pour couvrir les frais d'opération de la municipalité. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a une hausse de taxes, parce qu'on ne veut plus faire ça. Les frais d'opération de la municipalité, on ne paye pas l'épicerie avec notre bas de laine. Et en 2018, et on peut le voir à la page 9, à quel point, depuis 2014, le montant prélevé dans le surplus augmente d'année en année pour couvrir les frais d'opération. Les autres sommes qui ont été pigées dans le surplus au cours de l'année 2018 ont servi à couvrir des imprévus. C'est à ça que ça sert un surplus. C'est entre autres le montant de départ de M. Généreux qui était de 118 000 on a la liste. Les mesures d'urgence, spécifiquement, je vais vous la donner à la prochaine rencontre. Donc, c'est pour ça que le montant qui est inscrit là, il y a eu plus qui a été pris. Donc, on revient à votre autre question qui était à savoir, vous dites que vous avez pigé 120 quelques mille de moins dans le surplus. C'est à partir du montant de 365 000 qui avait été prévu au budget 2018 pour être octroyé pour les opérations. Alors, en 2018, on avait budgété 365 000 du surplus pour couvrir les frais d'opération. En 2019, on prend 222 500 $. Donc, il y a une diminution de 120 quelques mille $. C'est à partir de ce montant-là qu'on fait notre calcul. C'est à la page 20, cette explication-là. En ce qui concerne les efforts de réduction puis les temps supplémentaires pour l'école bleue, je vais vous revenir à la prochaine séance. En fait, pourquoi le temps supplémentaire ne figure pas dans le tableau, c'est que quand on a adopté le budget, le temps supplémentaire pour l'année 2018 n'était pas connu parce que l'année n'était pas encore terminée. Donc, cette donnée-là n'était pas existante encore. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis au tableau. Madame Soulet? Certainement. Bonjour, M. Rochelot. Alors, moi, je veux juste revenir sur votre préambule. Vous dites on augmente les taxes de 6,25 à peu près. Donc, moi, mes revenus n'augmentent pas de 6,25 effectivement. Je pense qu'on serait tous très heureux ici de pouvoir avoir cette augmentation-là. Par contre, c'est un raisonnement qui m'apparaît étrange. Alors, par exemple, mettons que vous payez 3 000 $ de taxes présentement. Si vous avez une augmentation de 6,25 ça va vous faire une augmentation de 187,50 $ pour l'année. On s'entend jusque-là. Mettons que vous avez des revenus annuels de 30 000 $. Si vous avez des revenus annuels de 30 000 $, 187,50 $, ça ne représente pas 6,75 % de votre revenu. Ça représente 0,5 % de votre revenu. Mais c'est juste pour dire que, c'est que quand vous arrivez... S'il vous plaît, je pense que Mme Clocher a fait son point. En fait, on vous répond. OK. Donc, est-ce que d'autres conseillers peuvent vous prendre? S'il vous plaît, merci, ça suffit. Ça suffit, sinon je lève l'Assemblée. Madame, est-ce qu'il y a d'autres? Non, c'est bon. J'ai terminé ma démonstration. Est-ce que d'autres conseillers aimeraient commenter? Merci. J'inviterai M. Julien au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. OK, bon. Là, j'ai pu comprendre, lorsque vous avez présenté le budget, qu'il y a une augmentation de vos salaires qui va être faite pour, peut-être sur 1 an ou 2, là, pour l'impôt fédéral. C'est quoi ça, juste? Je vous invite à poser vos questions, puis après ça, j'y réponds. Ah ben non, mais ça ne marche pas, cette histoire-là. C'est parce que là, vous avez 3 questions. Donc, c'est votre question, vous voulez que je réponde? Mais oui. Parfait. Merci, retournez vous asseoir. Ah, c'est une question. Là. Non, mais c'est parce que là, je prends les questions pendant 3 minutes, puis après ça, je réponds. Sinon, il y a une discussion qui s'enclenche. J'en peux plus de questions. Ça ne prend pas. C'est pour moi qui est Ah, excusez. Bon. En tout cas, ça n'a pas d'allure. Parce qu'il y en a combien de citoyens
ici, d'ailleurs, de taxes qui peuvent décréter des augmentations de salaire et payer l'impôt. Bon, ça, c'est la deuxième. OK. Ensuite de ça, OK. Si on suit votre logique, il ne faudrait pas que vous oubliez lorsque les années électorales, qu'il y a des baisses d'impôts, il faudrait peut-être baisser vos salaires aussi, si on suit la même logique. Ensuite de ça, arrêtez de nous prendre pour des tiroirs à caisse, là, dans le fond. C'est beau. Ensuite de ça, c'est juste un petit commentaire là, pour rapport au parc, là, ce que vous m'avez répondu. Moi, j'aurais juste une petite suggestion à vous faire pour sauver, c'est triste à dire, là, mais pour sauver à peu près 80-90 000 récurrents non compressibles annuellement, qui est le salaire du directeur du parc. Parce que finalement, avec le mandat, c'est de valeur pour lui, parce que je l'ai rencontré une couple de fois, puis il est bien fait à faire une bonne job, mais là, vous l'avez comme, avec ce que vous m'avez répondu, là, par rapport à ce que monsieur, qu'on ne peut pas nommer, a fait dans le parc, vu qu'il faut essayer d'encadrer ça, tout ça, vous le suivez, puis c'est tout. Fait qu'à ce moment-là, vous en avez un directeur de parc, il est bénévole, puis il est très fier de tout ce qu'il fait. Monsieur l'approuve aussi. Bon, on votre question, donc, on pourrait pour finir, quelle est votre question par rapport au parc? Merci. En ce qui concerne l'augmentation du salaire des élus, alors ce qui arrive, c'est qu'il y a une portion du salaire des élus qui est composée d'allocations. Les allocations sont non imposables étaient non imposables jusqu'au 1er janvier dernier. Alors maintenant, il y a une imposition qui est faite par le gouvernement fédéral. Alors la majorité des municipalités, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compensé par une augmentation du salaire des élus pour compenser cette nouvelle imposition-là. Alors, donc, ce que le Conseil a décidé, c'est d'aller de l'avant avec une augmentation, mais de l'étaler sur 2 ans. Alors, cette année, notre salaire va baisser, étant donné la hausse de la nouvelle imposition, et l'année prochaine, on va rattraper finalement le montant actuel. L'idée derrière ça, c'est que c'est un ajustement, c'est effectivement une décision d'un autre palier de gouvernement qui incombe aux municipalités. Alors, depuis les dernières années, en fait, depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus, les paliers de gouvernement ramènent des dépenses aux municipalités. On n'a pas le droit de faire de déficit et on a de plus en plus de responsabilités. Alors, effectivement, c'est une décision qui n'a pas plu à personne, ni à l'Union municipale, à la Fédération québécoise des municipalités, puis à l'Union municipale du Québec, qui a recommandé à ses membres de faire une hausse en conséquence. En ce qui concerne le conseil actuel, il y a eu des demandes d'accès à l'information pour connaître c'était quoi nos comptes de dépenses. Alors, vous avez un conseil devant vous qui n'utilise pas, qui n'a pas de compte de dépenses. Donc, on utilise véritablement nos allocations pour notre travail. Et puis, ça aurait été simple de dire, bon, ben, on va se mettre à charger nos frais de déplacement, nos frais d'impression, nos frais cellulaires et tout ça, ce qu'on ne fera pas. Et puis, on va donc compenser l'imposition, effectivement, par une hausse des salaires sur 2 ans. Et l'idée aussi, c'est qu'aux prochaines élections, on ne se cachera pas, faire de la politique à la ville, c'est tout un engagement, c'est pas facile. Et puis, on veut qu'aux prochaines élections, il y ait quand même un salaire raisonnable qui soit offert pour les gens qui sont intéressés. Alors, je pense que c'est une décision qui est partagée par tous les conseillers d'aller de l'avant avec cet ajustement-là. Combien de citoyens peuvent se payer une hausse? Je n'ai aucune idée, puis effectivement, c'est certain que si on pouvait tous décider d'ajuster nos salaires en conséquence des impôts, on pourrait probablement le faire. Sinon, en ce qui concerne le parc, ce que je vais faire, c'est que je vais publier la réponse que je vous ai faite, ainsi tout le monde pourra avoir accès à la réponse, parce que c'est un peu long. Ça va peut-être mettre la question, pas juste la réponse. Certainement, questions et réponses. Ça va me faire plaisir, M. Julien. Parce que c'est quand même un échange, là, puis effectivement, il y a une réflexion derrière la vision, derrière le parc et comment on gère le parc. Donc, je vais la publier sur ma page de mairesse.
Nous avons donc terminé la période de questions pour les gens qui sont inscrits. J'inviterai les gens qui veulent prendre la parole à venir au micro un après l'autre. Les règles demeurent les mêmes, à savoir 3 minutes. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de poser vos questions. Par la suite, allez vous asseoir, puis je peux vous répondre. Monsieur Blais. Oui, Marc Blais, Val-d'Alée. Au moment de la dernière assemblée, madame, j'ai posé des questions au sujet des chèques. Les chèques pour payer la fameuse remorque, les chèques remis à la municipalité par l'OSBL du marché pour payer la fameuse remorque. Et vous nous avez dit, pour avoir accès à ces chèques-là, vous avez dit, je m'en occupe, M. Blais, puis je vous reviendrai à la prochaine assemblée pour voir comment on peut avoir accès à l'information. Oui, c'est beau. J'ai demandé à Mme Séguin, j'attends sa réponse. Oui. OK. Bon, très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, en fait, je me rends compte, Madame Poulin, que les réponses tardent. C'est comme si vous nous poussiez à aller utiliser les demandes d'accès à l'information. Tout le monde décrit cette situation-là en disant que ça n'a pas de bon sens pour la municipalité, mais quand on veut avoir de l'information n'est pas là, puis c'est comme si vous nous forciez à y aller, puis après ça, vous vous plaignez que c'est trop. Parfait. Je parlais à quelqu'un du MAMO aujourd'hui qui disait que justement, vous vous plaignez de cette demande d'accès à l'information. Mais là, écoutez, si on n'a pas la réponse, ben on s'en va. Il faut l'avoir, il faut que ça vienne de quelque part. Merci. Et c'est comme ça. Parfait. En ce qui concerne les chèques, effectivement, j'aurais pu simplement... Merci. J'aurais pu simplement vous dire qu'on vous a fourni toutes les informations qu'on pouvait fournir. On vous a même fourni un document de travail, ce qui en soi est le plus qu'on pouvait faire. Les chèques ne nous appartiennent pas. C'est une démarche que j'ai faite de demander à Mme Séguin si elle pouvait nous fournir les chèques. Maintenant, j'attends sa réponse. Alors, je les relance. Madame Charpentier a d'abord communiqué avec elle, je l'ai relancée et elle va nous revenir. Donc, c'est ça la réponse. Bonsoir. Bonsoir, bonne année à tout le monde. Dans le plan triennal déposé pour le budget 2019, il y a la réflexion de certains sentiers dans le parc à raison de 70 000 sur 3 ans. Oui. J'ai 2 questions. Ces certains sentiers, quels sont-ils? Où et comment seront-ils déterminés? Comment ce 70 000 $-là va être dépensé finalement? Puis pourquoi on va choisir tel sentier plutôt qu'un autre? Merci beaucoup. Donc, les sentiers sont choisis en fonction de leur utilisation puis de leur degré d'érosion. Donc, il y a certains sentiers qui sont très, très, très populaires, donc qui sont plus à risque de s'éroder et donc sur lesquels il faut intervenir pour ne pas les perdre, entre guillemets, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a des fortes pluies, il y a des sentiers qui sont impraticables. Et puis, donc, ces sentiers-là. Excusez, j'ai perdu le fil, c'est parce que ça fait suite à une demande d'aide financière qu'on a déposée dans un programme. Là, donc, les sentiers ont déjà été déterminés, puis c'est vraiment pour par rapport à l'érosion. Les sentiers des 3 prochaines années ont déjà été déterminés. Est-ce que nous, on a accès à savoir quels sont ces sentiers-là? Bien, il y a le sentier du Mont-Césaire qui est tout en haut du parc, donc qui fait le lien, entre autres, avec Valmorin. Alors, c'est un sentier qui, l'été, est utilisé par plusieurs randonneurs cyclistes, qui n'est pas officiellement ouvert aux cyclistes, mais qui l'est utilisé de toute façon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des milieux humides dans ce sentier-là, et la meilleure façon de protéger ces milieux humides-là, ce serait de faire des aménagements, des passerelles. Donc, il y a ce sentier-là pour lequel on a déposé une demande d'aide financière. Les autres, je ne les connais pas. Mais je vais faire une demande, je vais vous revenir. Le but de ma question, c'est qu'il y a certains sentiers qui sont plus utilisés et par les randonneurs et aussi par les grimpeurs. Puis avec l'achalandage, il y a vraiment beaucoup d'érosion à certains endroits. Mais si vous avez des suggestions à faire, on va les prendre. Puis moi, je vais vous revenir avec les sentiers qui sont prévus. Au conseil ou au parc? Pour les suggestions? Les deux sont valables. On va se partager l'information. Peut-être juste vous dire que dans le plan triennal, si vous remarquez, c'est vraiment dans la colonne 2019. Le 70 000 qui est pour l'année 2019. C'est pas pour les 3 prochaines années. Si on a l'aide financière, les travaux, ça va être réalisé cette année. Ok, parfait. Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir, madame. Vous êtes madame? Bonsoir, je suis Louisa Fortune. Oui. Alors, moi, je voudrais répondre à madame Forget. C'est que quand vous parlez de 180 $ par année, c'est pas beaucoup. Mais pour quelqu'un qui fait 20 000 $ par année, c'est beaucoup. Parce qu'à 20 000 $ par année, quand on a le loyer, le téléphone, l'électricité, les assurances, le tout, etc., 180 $, là, on ne sait pas où le prendre. Je n'ai pas dit que c'était beaucoup ou pas beaucoup. J'ai simplement dit que c'est de l'augmentation parce que monsieur faisait référence à mes revenus n'augmentent pas de 6,25 %, mais l'impact sur vos revenus, sur les dépenses, n'est pas de 6,25 %. Elle est de 0,5 %. C'était tout simplement un calcul mathématique. Il n'y avait pas de jugement par rapport à savoir si c'est beaucoup ou non. C'est correct. Mais je vous comprends bien. Non, mais je vous explique, c'est parce que les taxes augmentent, mais l'électricité augmente, le téléphone augmente, etc. Mais nous autres, il n'y a rien qui augmente. Là. Fait qu'on calcule en tabarnouche pour être capable. On vous fait confiance pour que vous soyez capable de gérer l'endroit où on vit, puis que ça nous coûte le moins cher possible. Fait que je considère que vous avez un rôle très important à jouer. Puis là, quand je viens, je me demande comment est-ce qu'il est joué. Vraiment, là, je me pose la question. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Puis aussi, je trouve que c'est important que ce ne soit pas un affrontement citoyen-conseil. Vous êtes là pour nous aider. Nous autres, on est là pour vous appuyer. Mais il faut se parler. Il faut se dire les vraies affaires. Puis les gens qui sont ici, entre autres moi, on vit de l'insécurité parce que l'argent part, on ne sait pas où ça s'en va, puis on voudrait que ça fonctionne le mieux possible, puis on n'est pas informé. Fait que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit informé, il faut qu'on se parle, parce qu'il faut qu'on apprenne à vous faire confiance. Parce que vous gérez notre municipalité, c'est notre municipalité aussi. Fait que je trouve ça important qu'on se parle, qu'on se dise des vraies affaires, qu'il y ait une transparence. Parce que ce que vous gérez, c'est notre municipalité. C'est normal que ce soit transparent, en tout cas à mes yeux. Je ne connais pas tellement la politique, mais il me semble. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Lafortune. Juste un moment. Parce que je suis vraiment touchée par vos paroles, puis j'aimerais ça. On a tous été élus en se disant ça, qu'on veut travailler en collaboration avec la population, puis se parler. Il y a des rencontres citoyennes. On s'entend là que le cadre formel des assemblées, ce n'est pas la bonne place pour discuter puis pour comprendre les décisions du conseil. C'est vraiment une formalité, des résolutions, c'est un langage technique, c'est complexe et on est vraiment disponible. Il y a 4 rencontres citoyennes. Est-ce que quelqu'un qui peut en tout cas, il y a 4 rencontres citoyennes qui sont prévues prochainement. Il y a une planification stratégique aussi où on va inviter les gens à venir parler avec nous parce que, sincèrement, là, le budget il est disponible sur le site de la municipalité, il est disponible à la réception de la municipalité. Je suis disponible aussi, les conseillers aussi. On veut que les gens travaillent avec nous, comprennent les décisions qu'on prend. Comprennent les décisions qu'on prend, c'est bien ça. Alors, merci pour votre commentaire. On va travailler encore davantage pour être accessible, entre autres, aux consultations citoyennes, puis pour expliquer nos décisions. Comme je vous dis, le document est disponible. C'est pas de gaieté de cœur. On paie tous des taxes. On vit toute cette augmentation-là. Puis tout augmente effectivement. Puis on est d'accord avec vous. Puis on poursuit les efforts qu'on va énumérer à la prochaine assemblée pour réduire les frais. Merci beaucoup. Merci, Madame Lafortune. Donc, les dates des rencontres citoyennes, ce seront on a intégré des soirs de semaine et des samedis. Samedi 23 mars à 9h30, mardi 28 mai à 19h. Au mois de septembre et au mois de novembre, on reviendra. Mais la prochaine, samedi 23 mars. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane Schwab. Ma question pour Dominique. Dominique mentionnait tantôt que tu siégeais sur le comité du CADAF. Oui. C'est ça? Est-ce que c'est les fonds que vous distribuez, est-ce que c'est les fonds de la boutique des abeilles? Ah oui, en partie, oui. En fait, puis là, j'espère que je ne me mettrai pas un pied dans la bouche en disant des choses erronées, mais ma compréhension, c'est que
le loyer que les abeilles payent pour leurs locaux, c'est ce montant-là au complet qui est remis au cadastre. Oui, et donc, sur ce comité-là, il y a des représentants des abeilles. Fait que j'ai un commentaire d'intérêt public. Je pense que quand vous parlez du cadastre, ça c'est important de le dire, que c'est le Fonds des abeilles. Ces femmes-là, ils travaillent sans relâche. Tout le temps. Fait que c'est pas des fonds de la municipalité, c'est le travail de ces femmes-là au sous-sol de l'Église qui donne ces fonds-là. Je pense que c'est important de le mentionner. Oui. Donc, ma femme, merci. Non, tout à fait. Merci, c'est effectivement important. Merci. Oui, c'était. J'aurais dû le dire. Merci. Est-ce qu'avant, M. Rochon, on va laisser la place aux personnes qui n'ont pas eu la chance encore? Merci beaucoup. Bonsoir, Madeleine Landry. Je voudrais savoir vos salaires. Est-ce que c'est le conseil qui décide ou bien c'est la MRC? C'est nous qui décidons. C'est vous qui décidez. Oui, donc il y a une résolution, la dernière qui a été votée, on va le trouver, là, mais ça fait quelques années qu'il y a une résolution là, pour décider des salaires des conseillers. Et depuis ce temps-là, c'est la première fois qu'il y aura une résolution qui sera votée pour faire une modification au salaire. Mais vous devez être quand même limité à un certain pourcentage. En fait, il y a des recommandations qui sont faites par la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec pour avoir un seuil, une moyenne, pour respecter une certaine moyenne. Est-ce qu'il y a une limite? Oui, dans le règlement provincial, il y a une limite. Puis le maximum, mais ils sont loin, vraiment loin du maximum. La réflexion qui avait été faite à l'époque, parce que ça date d'il y a au moins 6 ans, c'est que souvent dans les conseils municipaux, tu as des gens soit qui sont aisés ou qui sont plus âgés, qui ont beaucoup de temps. Alors, il y a certaines municipalités qui ont voulu compenser ça en calculant le salaire médian dans leur région, puis en s'organisant pour que le salaire des conseillers soit à peu près 20 du salaire médian de la région. Ce qui fait que ça va permettre à, mettons, une trentenaire qui a 2 enfants de travailler 4 jours, puis de compenser son manque à gagner par ce qu'a fait à la municipalité. Parce que nous tous ici, on donne à peu près en moyenne 1 journée par semaine de travail pour la municipalité. Fait que c'était un petit peu la réflexion derrière le salaire des conseillers. Ça date de peut-être 6 ans. Merci. Là, j'ai fait une erreur. Par rapport aux citoyens, je voulais vous demander de poser vos questions, puis on va répondre par la suite. OK, parce que je me souviens qu'il était question d'augmentation des salaires à un moment donné des conseillers. Vous avez des opposants de la salle, il n'y avait eu aucun mot, en passant. Et ma deuxième question, c'est, on lit au sujet de l'augmentation des taxes, c'est 4 points quelque chose, puis là, le monsieur dit c'est 6,25, je ne comprends pas lequel est le vrai. Pourquoi 4, pourquoi 6? Parfait, on va vous répondre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a 3 hausses différentes de taxes. Il y a celle pour les citoyens qui ont un service d'aqueduc et d'égout. Il y a celle pour les citoyens qui n'ont qu'un seul service et il y a celle pour les citoyens qui n'ont aucun service. Alors, l'augmentation pour ceux qui n'ont pas de service et pour ceux qui ont un seul service, je l'ai dit en préambule, c'est un ajustement qui a été fait parce que depuis 2011, il y avait des frais qui appartiennent à l'ensemble des citoyens qui étaient davantage chargés aux citoyens qui payaient 2 services plutôt qu'à ceux qui n'en reçoivent pas ou ceux qui ont un seul service. Alors, pour ceux qui ont 2 services, l'augmentation des taxes est de 4,5 pour ceux qui ont le service d'aqueduc, le pourcentage d'augmentation est de 6,26 et pour ceux qui n'ont aucun service, le pourcentage est de 7,23. On s'entend que malgré cette augmentation-là, ceux qui n'ont aucun service, ceux qui ont le service d'aqueduc, paient encore moins cher de taxes. Donc, pour une maison évaluée à 200 000 l'augmentation pour ceux qui ont 2 services cette année sera de 97,80 $. Pour ceux qui, donc, pour un montant total de 2 270,
Pour ceux qui ont un seul service, l'augmentation est de 126,20, donc pour un montant total de 2142,60. Pour ceux qui n'ont aucun service, l'augmentation pour une maison de 200 000 est de 130,20, donc pour un total de 1968,80. Alors, on a pris une maison évaluée à 200 000, sauf que la moyenne des maisons à Val-David est de 175 000 $. Merci. Bonsoir. Vous êtes madame? Gisèle Brière. Mais j'ai pas de question, j'ai une information. Je fais partie de celles qui ont les bacs n'ont pas été ramassés. Oui. Puis je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a encore des bacs qui n'ont pas été ramassés. Mais l'erreur ne vient pas de la compagnie, j'ai appelé à la compagnie, moi. Oui. Et les bacs sont tous ramassés plus tôt. À midi, on finit Val-David, ils sont rendus dans une autre municipalité. Moi, avant, ils ramassaient mes bacs à 4 heures l'après-midi. Là, ils ramassent à 9 heures. Alors, l'erreur vient de nous, en fait. Mon bac était... On avait pris l'habitude, finalement, qu'il passait tard. J'ai sorti dans l'après-midi, comme je faisais toujours à chaque fois. Mais le monsieur m'a expliqué, il a passé sur ma rue à 9 h, je l'ai vu ce matin. Parfait. Alors, c'est peut-être de là que vient la confusion. C'est une information très importante, effectivement, parce qu'on donne les jours, mais on a oublié de peut-être mentionner que... Moi, je pense qu'on est mentionné qu'il fallait le mettre tôt le matin. Oui, bien, c'est ce que le monsieur m'a dit. Ils ont l'air très, très organisés. Il me dit à quelle heure ils ont passé sur notre rue. Puis il sait qu'effectivement, il y a beaucoup de bacs qui n'avaient pas été ramassés. Mais eux, ils passent. Puis j'avais bien fait ça. Les roues étaient sur mon côté, tout. Mais il est resté là. Puis il doit être plein parce que nos bacs sont... Je vous remercie beaucoup pour cette information-là. Puis effectivement, il y a des GPS dans les camions, donc ils sont capables de dire quel bac a été ramassé. Merci beaucoup pour cette information-là. Il reste donc 9 minutes à la période de questions. M. Rochelot. Jean-Claude Rochelot, président du recrutement des citoyens. Je voulais savoir, est-ce qu'on va pouvoir finalement avoir la liste des incompressibles? Ça faisait partie des présentations avant dans le passé, donc celui de 2015. Et à partir de 2015, donc 2016, ils ont disparu. Mais vous les avez nommés en partie. Est-ce qu'on va pouvoir avoir cette liste-là? En fait, je ne l'ai pas nommé en partie, je l'ai toutes nommées. Est-ce qu'on peut arrêter le timer, s'il vous plaît? Oui, vous allez pouvoir. On attendait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on va pouvoir avoir le plan financier quinquennal que vous aviez commandé? On nous a toujours dit qu'il serait éventuellement disponible. Ça nous aiderait à comprendre un peu où on s'en va avec tout ça. Et l'autre chose, pour ce qui est de l'allocation des élus, que vous voulez augmenter le salaire des élus dû au fait que le gouvernement fédéral va imposer vos allocations de dépenses. Je veux juste dire qu'augmenter les salaires, c'est bien plus que d'augmenter l'allocation. Parce que l'allocation des dépenses ne fait pas partie de votre salaire. Si vous augmentez le salaire, la balance vient avec aussi. Donc, l'augmentation va être beaucoup plus grosse pour les citoyens. Donc, un risque encore d'augmenter nos taxes. L'autre chose, vous avez créé le fonds d'utilité sociale avec la présentation de votre budget. Cependant, le fonds d'utilité, je ne le vois pas là-dedans. Je ne le vois dans aucune des lignes du budget, mais il a été créé et il a été créé avec la présentation du budget. Donc, je veux savoir de combien le montant de ce fonds-là et à quoi il va servir aussi. Et aussi, dernière chose, c'est que j'aimerais en voir, parce qu'on dit qu'on nous a augmenté à 6,26%, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas chargées avant, qui sont chargées maintenant aux personnes. On parle de quoi? De ces choses qui font qu'on nous a transféré des choses qui justifient 6,26% d'augmentation, mais ce serait le fun de connaître ces choses-là. Merci. Merci beaucoup. Concernant la liste des incompressibles, dans le fond, comme vous avez fait une demande d'accès à l'information, M. Rochelot, on attendait de l'adopter pour qu'elle devienne publique. Par les années passées, effectivement, depuis 2016, la résolution n'était plus adoptée parce que dans le règlement 700, le règlement de délégation de pouvoir aux fonctionnaires, la liste partielle, pratiquement 98% des dépenses, y figurait. Donc, c'est pour ça que depuis ce moment-là,
la municipalité n'adoptait plus de résolution parce qu'il était dans un règlement. Donc, comme il y a certaines dépenses qui ne figuraient pas, on a proposé de continuer à réadopter cette résolution-là, même s'il y a une grosse majorité des dépenses qui figurent quand même dans le règlement de délégation. Mais comme par exemple, les dépenses pour payer les ouais. Non, il y avait une dépense qui ne figurait pas, entre autres, là, pour les systèmes d'alarme. Voilà, oui, c'est assez difficile à mimer. Pour les systèmes d'alarme, donc c'est pour ça qu'on a continué, on a proposé de réadopter la résolution. Puis à partir de demain, ça va être accessible. Accessible sur le site de non, oui, M. Rochelle, c'est une demande d'accès à l'information, c'est un document, c'est l'accès à l'information. Mais à partir de la séance, une fois que le procès verbal va être adopté, le procès verbal va être sur notre site Internet. Donc, la liste des incompressibles, ce sont tous les engagements que le conseil, que la municipalité a fait. Donc, ce sont des dépenses qu'on n'a pas le choix de payer. En ce qui concerne le plan financier quinquennal, effectivement, nous sommes à produire un document qui va résumer le plan. En ce qui concerne l'allocation des élus, il y a différents calculs qui sont faits par les municipalités parce que c'est effectivement difficile de savoir quel taux d'imposition pour chacun des élus. On aurait pu faire un ajustement pour chacun des élus en fonction de leur taux d'imposition, sauf que là, aux prochaines élections, ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça qu'on est allé avec la recommandation de la FQM pour un pourcentage d'augmentation qui est calculé sur la moyenne de nos salaires. Le fonds d'équité sociale, on s'est entendu pour octroyer 20 000 $. Il y a une ligne dans le budget qui est là. Et puis, on n'a pas décidé encore quel serait le projet. Qu'est-ce qui n'était pas... OK, avant 2011, ça, je vais vous revenir concernant la question pour les dépenses depuis 2011 qui n'étaient pas chargées à l'ensemble. Alors, on va prendre une dernière question. Il est maintenant 21h14. Bonsoir, bonne année. Merci. Je me présente, Philippe Rio. Bravo d'être encore là après l'année 2018 qui a été difficile, je pense, pour pas mal tout le monde qui est devant moi. Au point de vue municipal, je parle pas dans vos vies personnelles. Alors, je voulais avoir au niveau des budgets participatifs dont vous aviez parlé pendant les élections, où ça en est, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours sur la table? Ça, c'est ma question que vous pourrez me répondre après. Puis sinon, je voulais en fait vous encourager à continuer à appliquer ce que vous nous aviez proposé pendant les élections. Je pense que les gens, c'est pour ça qu'ils ont voté. C'est pas tout le monde qui est d'accord nécessairement. On est en démocratie. Il va toujours avoir des gens qui vont venir poser des questions, puis c'est correct. Il faut poser des questions, il faut changer des choses. Il y a des beaux changements qui ont été faits à la municipalité grâce à des questions qui ont été posées. Mais en même temps, moi, personnellement, je m'attends à ce que vous continuiez avec ce que vous nous aviez proposé. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Alors, bonne année 2019. Merci beaucoup, M. Rioux. Alors, on va terminer avec la réponse à votre première question. C'est toujours dans l'intérêt du Conseil d'essayer de trouver des fonds pour aller de l'avant avec un budget participatif. Là, pour le moment, dans le budget, il n'y a pas de montant d'octroyer pour ça. Par contre, la consultation citoyenne qu'on veut faire, ça va dans le sens... Parce que l'idée d'avoir un budget participatif, c'est entre autres c'est un exercice de démocratie, c'est un exercice d'éducation et de sensibilisation à la politique municipale. Donc, on va poursuivre pour l'exercice dans ce sens-là. Puis, c'est un choix du Conseil d'essayer de trouver un montant éventuellement pour aller de l'avant avec un budget participatif. Alors, il est maintenant 21h16. Je propose la levée de l'Assemblée. Qui propose? Je propose. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Bonne soirée.